Alors, je vais prendre en fait la parole pour faire une espèce d'ouverture ou de synthèse après cette série donc de cas concrets, d'exposés, d'interventions. Je vais tenter, alors je pense pas que je vais tenter une synthèse parce que ça serait un peu trop, mais de reprendre quelques principes un peu généraux autour de l'accompagnement des transitions. Alors ça fait un peu écho à ce que Christian Huyghe a raconté en début d'après-midi, et puis ça s'est nourri en fait de tous les exemples que vous avez pu nous présenter. Et donc on va essayer de se donner ensemble quelques principes généraux et de les illustrer en se disant finalement, au cours de la journée, vous nous avez présenté différents types d'innovations qui peuvent être des innovations très, très ponctuelles ou des ruptures un peu plus importantes. L'innovation incrémentale, je ne sais pas, abandonner les cornadis, passer, comme on vient de le voir dans le dernier exemple, à des barreaux-garrots, des choses qui sont plus en rupture, par exemple, qui sont à voir dans le cube ici présent sur l'élevage de porc. Donc différents types de choses. Et en fait, l'idée, c'est que tout ça, c'est des innovations qui visent à modifier un petit peu, ou beaucoup, nos façons de produire, nos normes, en se disant qu'on est dans un certain paysage économique, social, environnemental, technique, etc. Et qu'on a, Christian Huyghe en a parlé, on a un modèle dominant de production. C'est aussi ce que Marie a évoqué à l'instant, une façon de produire, une norme dominante, et qu'on est plus ou moins verrouillé, nous a dit Christian tout à l'heure, dans ces façons de produire. Et puis, il y a un certain nombre d'innovations qui existent, qui peuvent correspondre à des niches quand il s'agit de quelques pourcents de la production. On a vu en Allemagne, par exemple, on a des niches de production très différentes sur l'élevage de porc. On a de l'élevage bio, de l'élevage plein air dans les différentes filières, etc., qui sont créées par des réseaux d'acteurs qui travaillent ensemble et qui prennent des risques sur... ils essayent des trucs un peu ou beaucoup différents. Et ces essais perturbent. Il n'y a pas que les essais qui perturbent le modèle dominant, il y a aussi les questions qui nous sont posées par le reste de la société, par le réchauffement climatique, par les enjeux économiques, etc., perturbent un peu ce modèle. Et la question, c'est est-ce qu'on est capable de tracer ou pas des chemins qui mènent à des nouvelles normes agroécologique en sens large, bien-être animal plus éventuellement, et est-ce qu'on pourrait ou pas un jour, ou est-ce que c'est le souhaitable ou pas d'ailleurs, se verrouiller dans ces nouvelles façons de produire. Et donc si on se dit on voulait aller vers une vision d'un élevage, alors j'ai mis agroécologique, c'est un mot qui est un peu valise, mais où un élevage souhaité qui correspond à la fois aux attentes des citoyens, de la planète, etc. Alors avec un côté bien-être animal et ou environnemental en même temps, il y a un chemin, des chemins qui mènent à ces agroécologies. Et de manière alors vraiment très simplifiée, il y a des chemins qui sont un peu radicaux, c'est-à-dire on transforme très fondamentalement les façons de produire, les modèles. Donc c'est le cas, je ne sais rien, on peut parler si on reprend les exemples en œufs, on va être plutôt vers l'œuf bio, par exemple, qui va être très, très différent du modèle en cage standard, entre guillemets. Donc, on transforme le modèle dominant. En général, c'est un gros changement, mais ça va concerner pas beaucoup d'éleveurs. Et puis, il y a des chemins qui vont être plus pas à pas, où on va entraîner tous ensemble, petit à petit, les éleveurs vers des transformations progressives qui vont répondre petit à petit à un certain nombre de questions qui nous sont posées par la situation environnementale mondiale ou par nos concitoyens sur les questions de bien-être animal. Et puis entre tout ça, il y a plein de chemins, bien sûr, qui existent. Et donc, ces différentes visions du changement posent des questions qui ne sont pas les mêmes. De manière très, très simpliste, si on se dit la voie, j'ai appelé incrémentale, c'est-à-dire on y va tout doucement, pas à pas, et on essaye de changer, pose la question, de temps en temps, on nous dit oui, tout ça c'est bien, mais est-ce que c'est pas une façon finalement de ne pas changer ?
Donc, est-ce que quand on emploie cette voie des petits pas, est-ce que c'est pas un moyen finalement de pas aller vers des systèmes profondément différents? À l'inverse, la voie radicale nous dit souvent oui, c'est très bien, mais enfin, une fois qu'il y aura 8% des consommateurs qui seront satisfaits par ça, des éleveurs qui produiront dans ces voies-là, finalement, on mobilisera pas du tout tous les agriculteurs et on va rester dans une agriculture très dichotomique de ce point de vue-là. Et est-ce que finalement, les gens qui font la promotion de ces voies, entre guillemets, radicales, c'est pas un moyen pour préserver sa niche à soi, rester différent, avoir son créneau, et on ne tient surtout pas à ce que le reste de l'agriculture rejoigne ces modes de production. Donc, des questions qui sont des questions auxquelles on n'a pas forcément la réponse, en tous les cas, moi je ne l'ai pas, mais qui permettent de se dire, finalement, la réalité dans laquelle on évolue, c'est probablement une combinaison de tous ces changements qui va nous amener à une transition. Et en fait, pour changer, qu'est-ce qui fait qu'on change? Il faut au départ qu'il y ait un besoin, qu'il y ait une envie de changer, qu'il y ait une motivation, et vous l'avez beaucoup évoqué. Je ne vous vois plus, mais Madame Besançon nous disait, c'est moi qui ai eu en fait cette envie de mettre des fenêtres dans mes bâtiments pour mieux répondre à ce qui me semblait être les attentes de mes concitoyens et pour travailler dans des conditions qui me convenaient mieux. Donc il faut avoir envie de changer. Ça fait partie des choses, mais ça suffit pas en fait. Il suffit pas d'avoir envie de changer, il faut encore être dans des conditions qui permettent de changer. Et globalement, c'est un processus qui prend du temps. Ça nous a été évoqué très souvent. Je ne sais pas, Christine nous a présenté une évolution sur une grosse vingtaine d'années. Marie également a évoqué le travail dans la durée de la transformation d'une filière comme la filière veau-de-boucherie. Donc ça prend du temps. On part d'une difficulté ressentie, les conditions de vie des animaux, par exemple. On a envie de changer une conduite, une pratique, un système, un mode de commercialisation. On commence à voir comment on pourrait le faire, on se renseigne, on se questionne, on réfléchit et on se lance dans un nouveau système. Et plus finalement le changement est complexe, et on le voit à l'échelle de filières ou de systèmes d'élevage qui se transforment, une conversion, j'en sais rien, en élevage bovin-lait, passer à des systèmes bio et 100% herbe, par exemple, sans se dire que c'est le chemin qu'il faut suivre absolument, ça prend très souvent, au moins 10 ans. Les trajectoires des personnes qui transforment leur système sont longues, et d'autant plus longues qu'on fait un changement complexe. Si on rajoute juste un ingrédient dans son aliment, c'est pas très compliqué, on peut le faire rapidement. Et puis, pour faciliter le changement, ça c'est intéressant et vous l'avez évoqué, il y a des choses qui peuvent relever du domaine des connaissances. Qu'est-ce que c'est que ces vaccins, entre guillemets, qui permettent de faire de la castration chimique? Non, surtout pas. Donc, on a comprendre des phénomènes biologiques, comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y a un certain nombre de choses sanitaires ou du point de vue du bien-être animal qu'il faut maîtriser pour réaliser un changement. Et ça, ces connaissances, elles peuvent être apportées par de la formation, par de la recherche scientifique, par un mélange de tout ça, etc. Il y a aussi tout ce qui va se faire au sein de groupes sociaux. Et ça, c'est très, très important. Alors, on a parlé d'organisation, mais c'est aussi mettre autour de la table les filières, les acteurs de la recherche et du développement et du conseil, les consommateurs, les éleveurs. Et c'est finalement l'ensemble de ces acteurs, séparément ou ensemble, qui vont faire qu'on va changer ou pas. Et ces facteurs qui facilitent le changement peuvent être autant des freins. Vous avez beaucoup parlé dans la journée de freins et de leviers. Ces 4 champs de facteurs sont des freins et des leviers. Il y a ce qui relève des attitudes et des façons de penser. J'ai la conviction que ce serait bien pour mon groupe social, pour ma planète, pour mon entreprise, pour ma coopérative, etc., de faire comme ça. Et puis, il y a les aspects matériels, au sens très concret des objets, pratiques, mais aussi économiques, c'est-à-dire il faut avoir un système qui
fonctionne d'un point de vue économique. Si on veut changer, il faut pouvoir le rentabiliser, soit par un marché spécifique, soit par des prix plus élevés, des coûts moins élevés, enfin, etc. Et donc, il faut à la fois que ce soit matériellement faisable d'un point de vue de son organisation du travail et de l'organisation du collectif, et puis que ce soit économiquement soutenable ou rentable. Alors, comprendre les attitudes, c'est un des facteurs de changement qui est important. C'est lié à cette envie de changer qu'on évoquait. Et finalement, il y a une diversité de façons de penser qui explique aussi, pas seulement, mais qui explique qu'on va avoir au même moment une diversité de façons de produire, une diversité de façons de consommer aussi. Ça nous a été présenté ce matin avec les personas qui ont des attentes et des façons de voir très différentes. Et ça peut correspondre derrière à des segments de marché très, très différents. Donc comprendre toutes ces façons de penser, toutes ces attitudes, c'est comprendre la façon dont les gens s'organisent et pourquoi ils s'organisent d'une certaine façon, les relations entre les acteurs, au sein d'une exploitation, les membres de collectifs de travail, mais entre les acteurs d'une filière de la production, même en amont de la production à la consommation, et puis comprendre les rapports aux différents métiers qui sont exercés. On a parlé de métiers de production, de métiers de transformation, de métiers de transport, de métiers d'abattage, et puis de distribution et de consommation. Bon, c'est pas un métier, mais de pratique de consommation. Et donc, tous ces gens ont des aspirations différentes. Et au final, il y a une espèce de mayonnaise assez complexe à faire prendre si on veut réussir à changer, mais avec trois groupes d'acteurs qui peuvent faciliter quatre groupes d'acteurs, mais qui peuvent faciliter le changement. Donc, il y a les filières qui vont de la production à la consommation, des marchés, des technologies, des réglementations. Bon, j'aurais pu les mettre ailleurs aussi, les réglementations, c'est peut-être pas. Qui doivent permettre une façon de produire, permettre d'un point de vue économique ou d'un point de vue réglementaire. Donc ça nous a été présenté plusieurs fois, la réglementation qui permet de cranter petit à petit ou brutalement des modifications, des éleveurs qui souhaitent ou qui ne souhaitent pas changer, qui savent ou qui ne savent pas où aller, et puis l'ensemble de ceux qui les accompagnent, qui sont outillés, ne sont pas outillés, sont motivés, ne sont pas motivés, disposent de la formation. Et donc finalement, pour essayer de suivre ces chemins de la transition tous ensemble, il faut réussir à avoir un collectif qui se met d'accord sur où il veut aller, sur le but à atteindre, le cadre dans lequel il travaille, qui est un cadre à la fois réglementaire et potentiellement de marché et de filière, savoir comment chacun va contribuer et puis se donner un rythme ou suivre ensemble en fait le chemin, c'est-à-dire, et c'est les exercices de co-conception, de co-design, de co-construction auxquels vous participez dans le LIT. Ça permet d'essayer de faire tout ça ensemble, soit de manière un peu théorique, voilà comment on pourrait produire en théorie, mais ensuite c'est d'essayer de le mettre vraiment concrètement en œuvre et d'essayer de bouger ensemble d'une manière qui vous semble faisable et souhaitable, soit au sein d'un petit noyau d'innovateurs qui est prêt à tenter une expérience un peu franchement différente, on va dire, des modèles de production les plus fréquents, soit en grand groupe, en essayant d'entraîner toute une filière. Mais dans ces cas-là, les évolutions, pour qu'elles soient efficaces et qu'elles marchent, se font en général pas à pas. Et ceux qui essayent de... Enfin, l'exemple allemand est assez parlant de ce point de vue-là aussi. C'est quand on essaye de faire des transformations radicales, mais qui concernent tout le monde, on peut avoir tendance à faire s'effondrer aussi ces modèles de production. Donc voilà un peu les éléments peut-être un peu généraux que je voulais évoquer en conclusion. Et donc si besoin pour finir cette journée d'un temps de discussion un peu général, soit avec moi, soit avec l'ensemble des intervenants de l'après-midi, n'hésitez pas. On n'a encore pas très longtemps, mais quelques minutes avant de clore la journée. Voilà.
Sinon, il y a sur la chaise, là, il y a un micro qui marchait il y a peu de temps encore. Ok. Merci Anne-Charlotte. Est-ce que vous avez des... Je vais demander à Lise de venir, ou c'est Morgane, je ne sais pas. Pour la suite des événements et en particulier pour manger, quoi. Ah, elle est là-bas. Ouais, ça c'est important. Donc, est-ce que vous avez des questions Je vais meubler jusqu'à qu'elle ait fini au téléphone. Là, pour Anne-Charlotte ou pour un autre intervenant, ou des remarques générales que vous souhaitez formuler, ou la journée est assez longue et vous êtes fatigué. L'un n'empêche pas l'autre, d'ailleurs. C'est bon? Oui. Claire. Et en fait, j'en profite. Si vous posez une question, si vous pouviez dire qui vous êtes, que tout le monde ne connaît pas. Tiens, bouge pas. Donc Claire, Roger Gaillard. Voilà, donc directrice scientifique adjointe agriculture pour INRAE. Donc en fait, Anne-Charlotte, j'ai une question pour toi. En fait, on dit souvent que les transitions, c'est long à opérer. Et en fait, dans notre histoire, il y a eu des transitions qui se sont faites rapidement. Tu vois, par exemple, Issal. Oui. Ne casse pas. Il faut appuyer dessus. Tiens. En fait, si tu veux, tu vois, par exemple, la semaine dernière, j'ai écouté des représentants de l'ADEME là, qui présentaient leur scénario, et ils posaient cette question-là à l'assistance. Est-ce que vous avez l'impression que les transitions, c'est long à... Et certaines transitions étaient courtes. De l'alcool dans les écoles. Enfin, voilà. Ça, c'est un changement qui s'est opéré rapidement. Et en fait, toi, tu dis, bon, donc à partir de quand on va considérer que dans ces transitions que tu évoques, on va être rapide ou on va être lent? Tu vois, parce qu'en fait, cette notion-là, c'est vraiment très relatif. Très relatif. Voilà. Donc à partir de quand on va être déçu par le temps que ça va prendre? Ou pas. Enfin, en fait, c'est compliqué parce que je pense qu'on est déjà collectivement déçus par le temps que ça prend. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on se dit que les choses, certaines choses pourraient, auraient pu, devraient évoluer. Les choses évoluent longtemps parce qu'il y a un certain nombre de contraintes. L'évolution de la consommation. Après, ce que tu évoques là, comme interdire l'alcool dans les lycées, par exemple, c'est quand il y a une réglementation. Alors ça, les réglementations, ça peut faire des transitions très vite. C'est-à-dire si on interdit de mettre du vin sur la table dans les lycées, le jour où c'est interdit, c'est interdit. Mais ça faisait 20 ans avant, peut-être, qu'on commençait à dire « Oh, c'est quand même pas terrible de boire quand on a 12 ans, c'est peut-être pas la peine, enfin, etc. » Et la transition sur la consommation d'alcool, elle est intéressante à étudier d'ailleurs pour nous qui travaillons sur l'élevage, mais la transition sur la consommation, même si toutes les analogies ne sont pas pertinentes, sur la consommation d'alcool, elle s'est faite aussi sur une cinquantaine d'années très, très facilement, quoi. Donc la réglementation vient cranter des trucs ou les accélérer. Et puis il y a des innovations de rupture. On s'est tous mis à avoir un smartphone relativement vite, et ça a quand même relativement vite changé nos façons de vivre. Enfin, et là, c'est vraiment de l'innovation de rupture qui vient un peu de l'extérieur. Mais sur les changements qu'on mène nous-mêmes dans nos modes de vie, c'est quand même pas si rapide que ça. Enfin, moi, j'ai eu du site tout petit. Hein. Remarque. Ouais, on voit bien. Remarque, c'est peut-être ça l'effet aussi. Mais oui. Et moi, mon arrière-grand-mère a donné à ma mère une bouteille de schnapps quand elle a été enceinte pour lui dire « c'est très important pour les enfants ». Donc voilà. Moi, mon père était médecin. Donc en plus... Bonjour, Marie-Lise Guénic, je suis en agriculture de Bretagne. Pour continuer sur le même thème, moi j'ai l'impression, au fil du blanchiment des cheveux, sur l'échelle d'une carrière, en fait, d'avoir buté à un moment donné sur des innovations en n'arrivant pas à démarrer ou
effectivement trouvant que ça va lentement. Et à un moment donné, alors je pourrais citer quelques exemples très très précis, et à un moment donné, il y a un emballement, c'est-à-dire que c'est sans doute pas linéaire, ni même exactement ce que tu as présenté avec des hauts et des bas, mais c'est presque, il y a un moment où ça devient exponentiel, c'est-à-dire que le démarrage est lent, et quand c'est parti, ben, parfois on est obligé, on est parfois obligé de rappeler que, ben non, par exemple, moi je travaille sur des facteurs de risque, et ce facteur de risque-là, oui, il fallait le prendre en compte, mais c'est pas lui qui va non plus tout régler, quoi. Donc je pense que, enfin voilà, il y a aussi des schémas comme ça. En fait, et on peut peut-être faire le pari que quand on a réussi à passer un certain nombre à convaincre un certain nombre de personnes, ça ira assez vite pour convaincre. Souvent, on dit qu'il y a les tout premiers innovateurs, effectivement, qui sont pas nombreux, puis qu'au bout d'un moment, tout le monde y va, et puis il reste que les quelques retardataires qui peinent à y aller. C'est vrai que la diffusion du tracteur ou de la machine à traire, au bout d'un moment, tout le monde y allait, bien sûr. Quand les gens sont convaincus de l'utilité et que le modèle économique, quelque part, va avec, ou que ceux qui ne le font pas disparaissent, on y arrive. Mais c'est vrai que ce n'est pas des rythmes continus. Ça, je suis convaincue de ça aussi, oui. Ok, une dernière question. Oui, donc c'est plus une remarque, je nous trouve un peu sévère moi, par rapport à ce que vous venez de dire. Donc on a l'impression qu'il n'y a rien eu de fait depuis 30 ans, 40 ans. Et donc il y a comme des évolutions fortes dans toutes les productions. Hein. Donc tout à l'heure, Madame Delannoy parlait de batterie, c'est un mot qu'on ne doit plus utiliser effectivement. Comment certains l'utilisent encore. L'histoire des antibiotiques dans la viande, qui entend qu'il n'y en a plus. Et certains le croient encore. Enfin, il y a eu plein d'évolutions qu'on n'a pas su communiquer, mais il y en a eu plein, en fait. Il y a énormément. Elles ne sont pas encore toutes faites, bien évidemment, mais ne soyons pas aussi... oui, je suis désolée si vous avez compris que je disais que rien s'était passé. Mais oui, bien sûr, il s'est passé énormément de choses en élevage, et il y a eu énormément d'évolutions techniques, organisationnelles, économiques, dans le bien-être des animaux, les consommations d'antibiotiques, la santé, l'organisation du travail. Enfin, les filières se sont transformées, il n'y a aucun doute là-dessus, dans diverses directions, mais c'est sûr, oui. Mais c'est vrai que cette fameuse transition agroécologique, on sent que depuis 30 ans, il y a des choses qui se mettent en place, et on sent qu'il va y en avoir encore à mettre en place. Voilà.